Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de l'interface de Blender. J'ai pensé qu'il serait intéressant de faire une petite pause et de vous parler de l'interface. J'encourage souvent les gens qui possèdent une imprimante 3D à apprendre à modéliser par eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos naturellement. Mais très souvent, les gens me disent que Blender les effraie. Rien qu'en ouvrant le logiciel et en tombant nez à nez avec tous ces outils, tous ces panneaux, tous ces menus, ils pensent que le logiciel est trop complexe et ils le referment directement. Et je trouve ça dommage car justement la force de ce logiciel c'est d'être adapté à tout type de besoin. Il permet de réaliser des projets professionnels extrêmement complexes, mais il est aussi très simple à prendre en main pour des projets beaucoup plus simples comme la modélisation pour l'impression 3D. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de lever ce frein qu'est l'interface en vous expliquant comment elle fonctionne. Comme tout logiciel, l'interface de Blender est construite avec des blocs de contenu, et on appelle cette organisation un layout. Je ne sais pas vraiment comment définir le mot layout, ça nous vient des métiers de l'impression, de la presse en particulier. Par exemple, un magazine ou un journal est construit avec un layout qui lui est propre, en utilisant des blocs de titres, des colonnes, des blocs encarts, etc. Pour ceux qui travaillent dans le web, ça pourrait vous parler. Le layout, c'est simplement le découpage HTML, CSS d'une page avec des divs. Enfin bref. Donc là, on est sur un layout qui divise l'espace de travail en 4 zones par un principe de découpage vertical ou horizontal. Ce layout n'est pas fixe. On peut le redimensionner en glissant les séparateurs entre chaque zone. On peut ajouter une zone en découpant une zone en deux, de manière verticale ou horizontale. Donc là, je viens de rajouter une 5e zone. Et on peut même supprimer les zones. Pour ça, on fusionne deux zones en cliquant sur le séparateur entre deux zones. Et on choisit laquelle se fait manger par l'autre. Et donc, si on peut supprimer les zones, ça veut bien dire qu'aucune n'est indispensable. On a aussi deux barres fixes, une en haut et une en bas. Celle du haut contient les menus un peu classiques, fichiers qui nous permettent de créer un nouveau projet, d'en ouvrir un, de le sauvegarder, d'importer et exporter, le menu édition, très classique, rendu pour sortir des images, etc. On a aussi cette série d'onglets, mais on verra ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. La barre du bas est très intéressante, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Elle affiche des informations et suggère des raccourcis clavier-souris selon ce qu'on est en train de faire. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque zone. Dans chaque zone, on peut afficher ce qu'on appelle un éditeur. Un éditeur, c'est une boîte à outils et il y en a pour tout type d'usage. Certains sont très spécialisés sur des tâches en particulier comme l'animation, le mapping ou autres, et d'autres sont beaucoup plus génériques. Ici, nous avons l'éditeur Viewport, 3D Viewport, celui qui nous permet d'avoir un retour visuel et de transformer un objet avec la souris. Ici, nous avons l'éditeur appelé Outliner, ça nous permet simplement d'organiser tous les objets de notre scène. On a l'éditeur de propriété, et ici, on a l'éditeur ligne de temps ou timeline qui sert pour l'animation. Regardez, dans les coins supérieurs gauche de chaque zone, on a un petit bouton avec un pictogramme différent à chaque fois. Si on clique dessus, la liste de tous les éditeurs s'affiche. Et si on clique sur l'un de ces éditeurs, on attribue l'éditeur à la zone. Par exemple, ici, au lieu d'avoir la timeline qu'on retrouve ici, on pourrait modifier le layout et attribuer à cette zone un second 3D Viewport. Ça peut être très utile si on veut travailler avec différents points de vue en même temps. Donc on comprend que chaque petit pictogramme représente un éditeur. Par exemple, la petite grille et la sphère représentent le 3D Viewport.
Les petites graduations, les petits sliders représentent l'éditeur de propriété, etc. Donc voilà, l'interface de Blender, c'est simplement un système de cases et on vient simplement mettre les outils qu'on veut dans chaque case. Alors là, vous allez me dire, il y a tellement d'éditeurs, c'est pour ça que Blender est compliqué. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'éditeurs, mais pour modéliser des figurines pour l'impression 3D, on va en utiliser, allez, 3 ou 4, maximum 5. On va tous les passer en revue pour que vous compreniez. Donc, le 3D Viewport, on l'a déjà vu ensemble, et donc on va bien sûr utiliser cet éditeur. Ensuite, on a l'Image Editor. Celui-ci n'est pas du tout indispensable, ça permet simplement d'afficher une image dans une zone. Moi, je m'en sers pour afficher des références pendant que je travaille. C'est pratique, mais c'est pas du tout obligatoire. Ensuite, on a l'UV Editor. Alors, l'UV Editor, c'est pour faire du mapping avec des textures, ce qu'on ne fait pas du tout en impression 3D, donc on n'utilisera pas l'UV Editor. Le compositeur, c'est inutile aussi, ça sert à créer des effets visuels ou faire de la post-production, rien à voir avec l'impression 3D. Le Texture Node Editor, qui par ailleurs est super cool, ça permet de créer des textures procédurales, c'est-à-dire des textures créées à l'aide d'algorithmes. Mais bon, ça reste de la texture, donc ça ne nous servira à rien non plus. Le Geometry Node Editor sert un petit peu comme le Texture Node Editor à générer des objets en programmant avec un système de boîtes et de nodes, donc de nœuds. C'est très puissant, mais pour ce qu'on a à faire nous, je pense vraiment pas qu'on va en avoir besoin. Shader Editor, donc les shaders, ce sont les matériaux qu'on va appliquer à nos objets pour qu'ils ressemblent à, je sais pas moi, du bois, du métal, de la pierre, quand on aura fait le rendu. Donc nous, on ne fait pas de production d'image, on ne fait pas de rendu, on l'imprime en 3D, donc on ne se servira pas du Shader Editor. Je me suis jamais servi du Video Sequencer ou du Movie Clip Editor, mais de manière générale, tout ce qui concerne la vidéo, ça ne sera pas utile pour faire de la modélisation 3D. Ensuite, on passe aux éditeurs liés à l'animation. Donc on a le Dopesheet par exemple, donc qui est un outil qui sert à déterminer le temps, l'emplacement dans le temps et la durée de chaque séquence d'animation, la timeline qu'on a vue, etc. L'animation, ça peut être utile. Quand on va commencer à créer différentes poses pour un personnage, vous pouvez animer un personnage qui passe d'une position à l'autre et ensuite exporter le modèle à différents instants de l'animation. Mais bon, vous pouvez déjà commencer à pas mal vous amuser et créer plein de super trucs avant d'apprendre à faire de l'animation. Donc ici, on a 3 éditeurs qui permettent de scripter. Alors scripter, c'est génial. Moi, je ne suis pas développeur, donc je bricole simplement des trucs pour automatiser des tâches répétitives ou ennuyantes. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais si vous êtes vous-même programmeur, vous devriez être très intéressé. Ça utilise le langage Python, et si vous cherchez sur Internet, vous trouverez plein de documentation sur l'API et plein d'autres sources. Je pense que c'est vraiment quelque chose à explorer. Ensuite, on a l'Outliner. Je ferai un tuto sur l'Outliner car c'est très utile. En gros, quand votre projet commence à contenir plein d'objets, cet éditeur vous permet d'organiser tout ça dans des groupes qu'on peut ensuite afficher, masquer, sélectionner et faire plein d'autres choses encore. Donc on verra ça plus tard. L'éditeur de propriété, alors lui il est très important. C'est là qu'on peut faire tout un tas de réglages sur nos objets. On peut aussi régler l'affichage, on peut faire tout un tas de choses. On verra son utilité au cas par cas dans des prochains tutoriels. Ensuite, on a le File Browser, donc c'est un explorateur de fichiers. Je pense que ça peut servir, mais dans notre cas, on ne va pas utiliser beaucoup de ressources externes, donc bon, voilà, on ne va pas l'utiliser. L'Assets Browser, on l'a déjà vite fait vu dans le tutoriel où on a fait un kit bashing. Alors c'est super pour organiser différentes poses d'une figurine. On peut sauvegarder et appliquer une pose à un personnage. On va pas s'en servir tout de suite, on fera un tuto sur cet éditeur plus tard. Ensuite, on a l'éditeur Spreadsheet. L'éditeur Spreadsheet vous permet d'inspecter la géométrie avec des nombres, des chiffres. Je suppose que ça peut être utile quand on script, parce que ça permet d'avoir quelques données à utiliser dans notre script.
Et enfin, on a l'éditeur de préférence. Donc ça nous permet d'avoir les préférences toujours affichées dans le layout. Je vois pas vraiment en quoi ça peut être bien utile. Donc vous voyez, on n'utilise pas tant d'éditeurs que ça finalement. Au final, on a uniquement besoin du 3D Viewport, de l'outliner et de l'éditeur de propriété. Et en fait, on a déjà tout ici. Donc on va juste rapidement virer cette zone comme je vous l'ai déjà expliqué, en fusionnant deux zones et en choisissant la zone à supprimer. Et on repasse ainsi sur un layout très basique et très simple. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que tous ces onglets. Ces onglets nous permettent simplement d'afficher d'autres layouts. Des layouts préconçus et créés exactement comme je vous l'ai montré, en dessinant des zones et en y attribuant des éditeurs. On appelle ces layouts pré-créés des workspaces, car ils ont été designés pour proposer différents espaces de travail en fonction de différents types de tâches. Par exemple, si on affiche le workspace scripting, quelqu'un de chez Blender nous a concocté un petit layout avec tous les outils qu'il nous faut pour programmer, avec l'éditeur de texte, la console, etc. Pareil pour l'animation, on va retrouver un layout avec le dope sheet, l'asset browser, le 3D viewport, tout ce qu'il nous faut pour animer tranquillement. Donc vous voyez, les workspaces ne sont pas des outils à proprement parler. C'est juste une manière de nous dire, tiens, tu veux faire de l'animation? Eh bien, je peux te sortir tous les outils qu'il te faut en un seul clic. Et d'ailleurs, on va avoir des éditeurs en commun dans plusieurs workspaces, comme le 3D Viewport par exemple, qu'on va retrouver presque tout le temps. J'insiste là-dessus pour que vous compreniez bien que ce n'est pas comme si chaque onglet ici était comme un tiroir qui cachait des tonnes de nouveaux outils à apprendre. L'ensemble de nos outils, de notre boîte à outils, elle est ici et il n'existe pas d'autres outils. En conclusion, si vous maîtrisez l'ensemble de ces éditeurs, vous maîtrisez Blender à 100%. Et donc, je ne vous explique pas tout ça pour que vous utilisiez ces onglets, mais pour que vous compreniez qu'ils ne sont pas si importants que ça et vous pouvez même juste les ignorer. Je trouve d'ailleurs que tels qu'ils sont placés ici et toujours visibles, qu'on leur a donné une place disproportionnée. Et encore, tous les workspaces ne sont pas visibles ici. On peut aller en chercher d'autres ici. Vous pouvez même les supprimer. Par exemple, on va supprimer le Geometry Node. Tac. Ça montre bien qu'ils ne sont pas si importants que ça. Par contre, on peut aussi en créer. Par exemple, si on veut un espace de travail le plus minimal possible, pour par exemple se focaliser sur de la modélisation pure et n'utiliser aucune autre fonction pendant quelques heures, pendant une session modélisation, on peut ajouter un nouvel espace de travail sur la base du layout, par exemple, le layout de base. Donc, on va simplement dupliquer ce layout et on va supprimer tout sauf le 3D viewport. On renomme ce layout minimal par exemple. Et voilà, on a un espace de travail très épuré, très simple, qui va se rapprocher un peu plus de Tinkercad ou SketchUp, mais en bien plus puissant évidemment. Et on peut repasser de l'un à l'autre en utilisant les onglets. Notez que les modifications qu'on fait sur le layout sont enregistrées dans le fichier sur lequel on travaille. Si on crée un nouveau projet, tout ce qu'on a rajouté a disparu et le Geometry Node qu'on avait supprimé est réapparu. Du coup, n'ayez pas peur de supprimer, de modifier le layout, tout ce que vous ferez est réversible. Et si vous ne voulez pas perdre vos layouts personnalisés, vous pouvez créer un fichier vierge, créer votre layout comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on a supprimé ces éditeurs-ci.
Voilà, et vous pouvez enregistrer ce fichier et l'appeler par exemple nouveau projet minimal. Et à chaque fois que vous créez un nouveau projet à partir de ce fichier, vous aurez votre interface avec vos layouts customisés. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Toutes ces palettes d'outils qu'on va retrouver ici, là, et tous ces boutons, ce menu et ça, et bien en fait ça appartient à l'éditeur 3D Viewport. Donc on ne va pas en parler maintenant. Mais vous apprendrez à vous en servir au cas par cas dans les prochaines vidéos. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous vous sentez encore un peu plus à l'aise maintenant qu'on a bien décortiqué l'interface utilisateur de Blender, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.